Bonjour à tous. Ces dernières années, les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n'ont eu de cesse de vendre les biens de la nation. Et alors que 4,7 millions de signatures permettraient d'empêcher que les aéroports ne soient à leur tour vendus, il nous a semblé utile de dresser le bilan concret de cette politique via notre série de l'été, Un pillage français. Ces dernières semaines, nous avons ainsi pu parler des autoroutes de l'électricité ou des trains de passagers. Et le bilan commence à se préciser. À chaque fois qu'un bien national est vendu ou mis en concurrence, on nous promet moult effets bénéfiques. Et très souvent, dans les faits, les tarifs augmentent, le service se dégrade et la France perd de l'argent. Des exemples, nous pourrions en évoquer d'autres, comme le transport de marchandises par rail dont l'ouverture à la concurrence a provoqué sa quasi-disparition, a fait perdre de l'argent tant à la SNCF qu'à ses concurrents et a surtout eu pour effet de jeter sur les routes des dizaines de milliers de camions. Ou le service postal victime d'un abandon progressif au bénéfice de sociétés sous-traitantes. Ou des télécommunications dont l'ouverture à la concurrence est présentée, souvent malhonnêtement, comme un succès alors que la baisse des prix qu'elle est censée avoir provoqué s'explique bien davantage par la révolution technologique, l'essor d'Internet et de la téléphonie mobile qui lui a été concomitante. Mais au final, en traitant ces cas, on ne ferait que revoir les mêmes processus déjà étudiés. À la place, qu'il nous soit permis d'étendre la question du pillage des biens nationaux à d'autres secteurs d'activité moins immédiatement évidents. Que dire par exemple de notre patrimoine industriel? Encore aujourd'hui, il est globalement admis que dans le domaine de l'industrie, c'est la concurrence qui doit prévaloir. Mais est-ce bien raisonnable dans tous les cas, quand des pans entiers de notre industrie sont rachetés par des fonds spéculatifs étrangers, alors même que de leur production peut dépendre l'indépendance de la France sur des questions essentielles, n'est-il pas légitime de considérer qu'il est du devoir de l'État d'intervenir? Par exemple, quand en 2014 l'État a laissé le géant américain General Electric racheter certaines activités de l'équipementier Alstom, il n'a pas seulement ouvert la voie au désastre social que connaît aujourd'hui le territoire de Belfort, il a également donné à une compagnie étrangère le contrôle de la production de pièces nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de nos centrales nucléaires. Une lourde responsabilité à mettre entre les mains d'une compagnie n'ayant pas pour mission première la préservation de notre intérêt national. Or, on oublie souvent qu'Alstom a un temps appartenu à l'État, une propriété publique pour une entreprise éminemment stratégique qui, si elle avait été maintenue, aurait permis d'éviter d'en arriver à la situation actuelle. Un cas parmi d'autres où la question de faire d'une industrie française la propriété de la nation, impossible à céder, se pose pour des raisons beaucoup plus pragmatiques que philosophiques. Alstom aurait été pris la main dans le sac à faire de la corruption il y a de nombreuses années sur un certain nombre de contrats étrangers. La justice américaine a activé des enquêtes via le FBI et d'autres organismes pour mettre en lumière ces irrégularités d'Alstom, a commencé à la poursuivre en justice et a profité de cette poursuite en justice et de la menace qui a été effectuée sur les dirigeants d'Alstom de les entraîner dans des risques et des conséquences pénales mais aussi financières pour amener la société française à accepter d'être rachetée par le groupe américain alors qu'elle ne souhaitait absolument pas une telle issue. Il y avait donc des vrais intérêts commerciaux pour Alstom et il y avait des vrais intérêts stratégiques pour le gouvernement américain. Quels étaient les intérêts stratégiques pour le gouvernement américain? D'une part, rendre un peu plus dépendant la France d'approvisionnement américain. Le défenseur du Made in France est furieux. Il veut empêcher la vente d'Alstom à General Electric. Il tente de trouver une solution européenne, un rapprochement avec l'allemand Siemens. Et surtout, il dégaine une arme inédite, un décret pour bloquer la vente. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Il faut savoir que c'est Alstom Énergie qui fournit, encore une fois, les turbines des centrales nucléaires françaises. Et ces turbines qui permettent le bon fonctionnement de nos centrales nucléaires sont passées de facto entre des mains étrangères. In fine, l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. Mais parmi les biens ayant appartenu à la nation, on trouve également la plupart des banques actuelles de la Société Générale à la BNP. Une décision prise à la Libération, intéressante sur bien des points. Par exemple, cela permettait que l'activité bancaire régulière soit totalement séparée de l'activité de spéculation des banques d'affaires. Ainsi, en cas de crise boursière majeure et de faillite bancaire, pas de risque que les économies des particuliers s'évaporent du jour au lendemain.
Un mécanisme qui aurait été particulièrement utile lors de la crise de 2008 si toutefois quelques politiciens n'y avaient pas mis un terme dans les années 80 et 90. La création de ces grands monstres universels que sont les banques mixtes. En France, nous en avons 4, BNP Paribas, Société Générale, BPCE Natixis et le Crédit Agricole. Je n'ai aucune démonstration du fait que le fait d'avoir une banque mixte soit un bienfait pour la société. En revanche, il est très clair que ça fait peser un risque considérable sur les déposants, puisque ça veut dire que l'argent qui est sur les comptes de dépôt n'est plus sécurisé. Officiellement, il y a une garantie publique qui est supposée le sécuriser, mais on a bien vu au moment de la panique chypriote que les autorités européennes étaient prêtes à envisager de ne pas respecter cette garantie publique. Et on sait très bien que si une de nos 4 grandes banques systémiques françaises faisait faillite demain matin, l'État français serait incapable de sécuriser les dépôts des citoyens français. Donc il est urgent de séparer les banques entre banques de dépôt et de crédit d'un côté, banques d'activité de marché de l'autre, de manière à sécuriser les dépôts et de manière aussi à obliger le département marché de la banque à avoir un comportement plus raisonnable. Parce que si aujourd'hui elles se permettent de se lancer dans des opérations à fort effet de levier, c'est parce qu'elles savent qu'elles bénéficient de la garantie publique implicite induite par la garantie sur les dépôts. Mais au-delà de ce qui a pu appartenir à la nation jusqu'alors, l'extension du concept de bien national pourrait parfaitement s'étendre à d'autres secteurs d'utilité publique. Par exemple, lorsqu'on sait que ces dernières années, la France s'est retrouvée en rupture de stock de certains médicaments essentiels parce que les laboratoires pharmaceutiques qui les produisaient ne voyaient plus d'intérêt financier à les commercialiser, ne pourrait-on pas réfléchir à des laboratoires pharmaceutiques nationaux afin de protéger les citoyens de ce genre de pénurie? Bien sûr, certains objecteront qu'il y a dans cette proposition matière à faire obstacle à la concurrence et à la libre entreprise. Mais la libre entreprise n'est qu'un moyen de parvenir à une société qui fonctionne, elle n'est pas une fin en soi. Et la question de sa pertinence mérite d'être posée différemment, selon qu'on parle d'un salon de coiffure ou de la production de matériel militaire dont dépend la sécurité de notre pays. Tout comme mérite d'être rappelé le fait que lorsque l'intérêt des citoyens est en jeu, faire prévaloir dessus des principes idéologiques n'est jamais une bonne idée. À la fois par une absence de prise de conscience des nouveaux enjeux. Nos politiques, dont une grande majorité n'ont jamais travaillé en entreprise, ne s'intéressent pas aux questions de renseignement, sont beaucoup plus centrés sur la vie politicienne française que sur la compréhension des grands enjeux, sont assez naturellement en retard dans la perception de ces pratiques, de ces défis qui caractérisent le monde moderne et qui caractérisent exactement la lutte entre les entreprises et l'implication des États en soutien de leurs entreprises. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de notre série de l'été, Un pillage français. N'hésitez pas à partager la vidéo et à soutenir notre travail via la page Tipeee, dont le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.